RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec le seul, l'unique, Johan Durand, le maître Yodu, toujours aussi en forme. Salut Johan. Salut à tous, salut Benoît, ça va? Ça va et toi, t'es en forme? Ouais, impeccable, écoute, ça roule. Ça court. La santé est là, quand la santé est là, tout va. Ça met un peu d'allure, ça se fait plaisir, j'ai vu ça prépare les crottes. J'ai fait 140 km la semaine dernière. Quand même, hein. Ça c'est balèze. Ah là, il y a longtemps que j'avais pas fait ça. Alors ça pique? Ah, ce matin, effectivement, il y a un peu de raideur. Hein. Bon, on remercie tous ceux qui nous suivent toujours, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, le club RMC Running aussi sur Strava et sur les plateformes de téléchargement. Parce que Johan, je ne sais pas si tu le sais, mais on est évalué à 5 étoiles sur Spotify notamment, avec plus de 1200 votes. Donc on vous remercie. Ah bah merci. Et ça prouve la qualité du contenu et ça vous plaît, donc on en est ravis. Une spéciale trail aujourd'hui, si vous êtes trailer, vous allez vous régaler. On va rappeler tous les fondamentaux d'une préparation trail, toutes les clés pour arriver préparé sur votre objectif trail de l'année, quelle que soit la distance, le dénivelé, la difficulté. Pour en parler avec nous, voilà, l'un des meilleurs amis des RMC Running, Seb Cornette à mes côtés. Salut Seb. Salut les copains. On est content que tu sois là. C'est toi le fondateur de l'école de trail et tu vas organiser le Trail Summit. On va raconter ce que c'est donc d'ici la fin du mois de novembre. Il y a encore des places à Aix-les-Bains. Il en reste un petit peu. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas. Vraiment, c'est un super événement. Si vous êtes professionnel dans ce secteur ou si vous êtes passionné de trail, allez vous renseigner parce que là, il y a plein de bons sujets et plein de bons conseils à aller chercher. Donc, enfilez vos baskets, prenez votre carnet, vos stylos. On vous aide à préparer votre prochaine aventure aujourd'hui. Seb, de passage à Paris donc pour promouvoir ce Trail Summit. Donc on est ravis que tu sois là. Rappelle-nous ce que c'est rapidement le Trail Summit sur 2 jours, une conférence comme ça autour du trail. Hein. Ah ouais, alors ce que c'est un congrès qui se veut innovant à l'image de l'école de trail. C'est-à-dire l'idée c'était de faire quelque chose qui s'est jamais fait. De rallier la science et le terrain, de parler d'entraînement évidemment, mais aussi de santé, de jeunesse, de préparation mentale, de nutrition et aussi d'environnement, puisqu'on parle de trail, une activité outdoor, mais dont l'environnement et l'écologie est important. Et on a la chance d'avoir des un gros casting. Ouais, on a été très ambitieux, je dois l'admettre. On s'est dit si on fait quelque chose, on veut que ça soit différent de ce qui se fait par ailleurs. Et là, je peux le dire avec beaucoup de modestie, mais c'est une première mondiale dans ce domaine avec tous ces piliers qui sont différents. Et avec beaucoup de conseils à aller chercher. On ressent toujours, nous on est un podcast de course à pied, Johan, je ne sais pas si tu le ressens comme ça, mais la préparation marathon est très démocratisée. Maintenant on trouve des conseils un peu partout. C'est assez facile finalement de se procurer un plan d'entraînement, même si ce n'est pas la meilleure façon de préparer un marathon, Yodu. C'est toujours un peu l'aventure pour préparer un trail. C'est pour ça qu'on y consacre un épisode aujourd'hui. C'est que ça fait peur, on part un peu dans l'inconnu et on a du mal à se situer lorsqu'on débute le trail et qu'on veut se lancer sur un objectif 20, 40, 80 ou 100 km. Le trail a cette spécificité de se faire avec des montées et des descentes. Et suivant là où tu habites, c'est vrai que ça peut être plus ou moins compliqué de trouver cette variété de terrains. Et effectivement, le fait d'aller comme ça sur des terrains naturels, en sentier, en forêt, en montagne, sur des chemins hyper techniques, fait que tu peux en faire partout, mais tu peux pas t'entraîner. Enfin, si tu veux préparer un truc avec beaucoup de D+, et que tu habites chez moi dans les Landes, je te jure, ou à Paris par exemple, c'est compliqué. Tu es obligé d'aller faire des escaliers, des marches, enfin, de tricher un petit peu sur une côte, sur une petite bosse que tu trouves par-ci par-là. Donc effectivement, et puis après, il y a ce travail de technicité, tu vois, dans la différente de pose de pied, le fait de courir de nuit, des choses comme ça. Donc il y a tellement de... Et puis les séances de renforcement aussi. Il y a tellement de différences avec la route où là, c'est simple, hein, c'est plutôt métronome, tu connais ton allure et tu vas sur une route relativement plate et tu fais des allers-retours. Les repères sont plus faciles à fixer. Et les repères sont plus ouais. faciles. En trail, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que l'entraînement va être plus compliqué. Puis, c'est des sorties très longues sur le trail, sur de l'ultra, mais même sur du trail classique. C'est des efforts de plusieurs heures. Donc, la gestion du coach va être importante. Ouais. Seb, je t'ai vu te frotter les mains parce que c'est toutes les problématiques
problématiques auxquelles tu es confronté constamment. Donc, on a réalisé une première d'ailleurs pour cet épisode d'RMC Running, c'est qu'on vous a demandé sur les réseaux sociaux de poser vos questions directement à Seb. On a une sacrée liste sous les yeux et d'ailleurs, il y a plein de sujets intéressants. Donc, vous allez certainement vous identifier aux questions qui seront posées. Avant cela, allons-y sur les bases d'une préparation trail. Seb, la première des choses, c'est toujours la planification. C'est comme dans n'importe quelle distance de course à pied. Planifier son année, déterminer son objectif. Est-ce qu'on fonctionne comme en course sur route? Est-ce qu'il y a 1 voire 2 gros objectifs par an? Ça marche comme ça en trail aussi? En fait, oui, c'est paradoxal, mais si on part du postulat que le trail, c'est de la course à pied, Ouais, bien sûr. ce que je considère, Ouais, bien sûr. et du coup, on a une planification qui, dans les grandes lignes, pourrait très bien ressembler à une préparation marathon, c'est-à-dire 2 à 3 objectifs, mais vraiment 2 déjà, c'est déjà super pour les gens qui nous écoutent. Planifier, oui, c'est la base. Je vais paraphraser quelqu'un qui m'est cher, qui s'appelle Éric Lacroix, j'espère qu'il écoutera, qui dit ne pas planifier, c'est prévoir l'échec. Donc, et quel que soit son niveau, quel que soit son niveau, je pense que c'est important de planifier. C'est pas qu'une question de niveau ou de place dans le classement final de la course. Quel que soit son niveau, d'ailleurs. Exactement. Vraiment, quelle que soit la place qu'on occupe, il faut planifier parce que on ne peut pas parler d'entraînement s'il n'y a pas une planification. Alors effectivement, tu l'as dit très justement tout à l'heure dans la présentation, le marathon s'est démocratisé. Il y a évidemment, j'encourage tout le monde à aller vers un coach pour avoir un plan d'entraînement personnel, mais on peut trouver des informations un peu partout. Aujourd'hui, si on considère que le trail c'est de la course à pied, on peut s'inspirer des principes de performance de la course sur route. Mais le trail est tellement complexe qu'on en a d'autres aussi à mettre en place. Et pour répondre à ce que disait Yodu, effectivement, l'idée générale, et on l'a vu, j'ai un peu regardé vite fait les questions qui nous étaient posées, il faut quand même que les auditeurs qui nous écoutent et qui vont faire du trail se rassurent. 80% des trails et des trailers ne sont pas en montagne ou ne vivent pas en montagne. Voilà. Et est-ce que c'est possible? La réponse est clairement oui. Alors oui, il va falloir utiliser des stratagèmes quand on ne vit pas dans un milieu montagnard. Cependant, aujourd'hui, on a assez de recul et puis la méthode que moi je défends permet justement aux Parisiens ou aux Landais. D'ailleurs, il y a un super coach labellisé à côté de chez toi, Yodu. Il s'appelle Pascal. Magnifique. J'espère qu'il écoutera ça. Et du coup, oui, on peut préparer des trails en montagne, même si on vit en plaine ou en milieu urbain. Faut pas forcément être à chamois pour être bon en trail, quoi. C'est ça Non. Et puis en plus, on a de plus en plus. Enfin voilà, on est dans un sport jeune. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est vrai, effectivement. Le marathon, donc j'étais encore dans le train ce matin et je regardais parce que c'était New York ce week-end, un rêve que je n'ai jamais encore réalisé malheureusement parce que ça tombe à peu près à la même date que mon anniversaire. Je me suis dit que j'allais me le payer une fois. Bref, et il y avait de belles images et le marathon est tellement vieux. Enfin voilà, les premiers. Non, c'est sûr. Et donc du coup, on a un petit peu de recul. Le trail est super jeune. Et mais c'est ce qui est fascinant aussi. C'est ça qui est génial. Il y a tout à écrire et à découvrir. Exactement. L'évolution. Tout à fait. C'est moi, ce que j'arrête pas de répéter aux gens que j'ai en formation qui viennent se former à la méthode école de trail. Je leur dis, on est au début de quelque chose. C'est génial d'être au début parce que évidemment, on fait des essais, on se trompe des fois. Et évidemment, par contre, ce qui est important, c'est que attention, si vous êtes coureur sur route, n'employez pas les mêmes méthodes que si vous faites du trail. Ça fait partie des bons conseils. On parlait de planification comme ça d'objectifs. Comment on détermine justement son objectif? On a fixé la course, on a planifié son année. On se dit qu'on va faire un 40 ou un 60 km. Quel objectif on se fixe en fait? C'est ça qui est compliqué aussi. Juste, comme je t'adore, je vais me permettre de te reprendre. Le trail, ça commence à partir même de 20 km. Oui, bien sûr, c'est des marteaux, bien sûr. Non, mais c'est pour parce faut pas que ça vous effraie comme ça sur les exactement. distances, bien sûr. Je me permets de faire ça, mais évidemment, je sais que je le dis avec beaucoup de bienveillance. Mais alors là, l'idée, c'est évident, comme vous le faites pour un marathon, on va se fixer sa date d'objectif et avoir assez de recul pour ne pas le faire dans 3 mois, cet objectif-là. Moi, j'aime bien rappeler une chose, et ça peut être valable aussi pour la route. Aujourd'hui, si tu regardes mes plans d'entraînement, si tu regardes un plan d'entraînement qui est bien structuré, les 8 premières semaines, c'est-à-dire de la reprise après ta coupure. Oui, les gens qui nous écoutent, il faut faire une coupure. Donc après ta coupure, les 8 premières semaines d'entraînement, tu ne dois pas pouvoir savoir si mon coureur ou ma coureuse fait du 10 km ou de l'ultra trail. Vraiment, il y a 8 à 12 semaines qui pourraient être à peu près... on pourrait appeler ça de la préparation physique générale. Tu sais ce qu'on faisait en athlée, Yodu, ça va lui parler. La PPG, tu sais ce qu'on faisait à partir de septembre. Bon, il y avait les crosses évidemment qui venaient un peu chanter ça, mais il y avait quand même les crosses tombaient bien parce que c'était au moment où tu développais ta puissance aérobie, ta VMA. Et donc rappeler qu'on doit absolument
et j'insiste là-dessus, avoir d'abord La et base. avant tout la base, Le socle, ouais. des socles, une fondation qui soit le plus solide possible. Et puis après, vous allez faire un 20 jusqu'à un ultra trail. Ça, c'est OK. Mais les 8 premières semaines, ne faites pas trop tôt. Ouais. Ça, c'est le deuxième conseil du spécifique. Parce que malheureusement, et vous devez le rencontrer aussi dans le marathon, à 24 semaines de votre objectif, il y en a certains qui sont déjà en train de faire ou de l'allure spécifique marathon Exactement. ou aller se balader avec vos bâtons dans les 25 bosses à Paris, parce qu'on est à Paris là, donc, et faire déjà des sorties longues alors que ça n'a aucun espèce de sens si on n'a pas des fondations solides. Non, mais ça c'est sûr. Et tu te reconnais dans ce que dit Seb, c'est Exactement. on a toujours cette obsession d'être prêt trop tôt, alors qu'en fait ça n'a aucun intérêt. Enfin, Au contraire, il faut se rappeler que dans les principes de l'entraînement, qui sont au nombre de 9, le principe de spécificité qui arrive juste après celui de la progressivité arrive en deuxième, et on rappelle que la spécificité te rend vulnérable physiologiquement et psychologiquement. C'est-à-dire que si tu es trop tôt dans tes allures, dans tes intensités, dans ton spécifique, bah ok, tu vas être en forme au mois de décembre, mais si ton objectif il est au printemps, Non, ça bien n'a sûr. aucun espèce de sens. Ouais. Johan, ouais, tu là, t'identifies à tout ce qui est dit. j'adhère. Ouais. Ouais, j'adhère totalement. Je le vois dans les athlètes qu'on entraîne aussi avec My Running Club et même ce que j'ai connu. Moi, c'est vrai que toute cette période de, je me rappelle quand on faisait la reprise après la saison sur piste, après la coupure estivale au mois d'août et que tu reprenais en septembre. C'est vrai que de septembre à novembre, tu faisais ce que tu n'aimes pas trop, le renforcement, les côtes, le ci, le là, des petits footings, un peu de tempo, mais beaucoup de renfo, de PPG, de travail technique. Et effectivement, je pense que ce travail-là en amont, il est essentiel pour pouvoir après bâtir quelque chose sur ta prépa spécifique et tes objectifs. Et là où il a tout à fait raison, c'est que ça soit du trail ou de la route, ces grands principes, c'est de la course à pied, ces grands principes sont les mêmes. Ouais. Ça, je suis d'accord à 100%. Le socle, on en a déjà parlé. Allez écouter les épisodes qu'on a déjà fait avec Seb d'ailleurs, qui avait cartonné notamment sur ton livre que tu avais sorti, Moins courir pour mieux courir, voilà, avec plein de conseils distillés. Allez vous procurer le livre d'ailleurs si vous avez l'occasion, parce que là, Malheureusement, il est en rupture. il est en rupture. Bravo. Et ça se commande plus. Je m'excuse. On peut rien faire. Alors moi, j'en ai quelques-uns. Ceux qui le veulent, venez au Trail Summit. Voilà. Il sera dédicacé en plus. Aux enchères au Trail Summit. Oui, je dédicace quand on me le demande évidemment. C'est bon ça. Mais le livre est en pour l'instant, rupture. ouais, en rupture. Ah ouais, Incroyable. Il y a l'aspect technique du trail malgré tout. C'est-à-dire que quand on s'y met comme ça, quand on se met à la course à pied ou quand on se met sur des disciplines comme ça, on ne se rend pas compte quand on fait de la course sur route qu'il y a un aspect technique qui est évident. Malgré tout, et c'est une fausse idée reçue de se dire c'est pas technique la course à pied, c'est complètement faux. On la voit tout de suite, cette spécificité technique sur le trail, sur la montée, sur la descente, sur l'économie de course notamment. Ça se travaille dans l'entraînement quand même. C'est un pilier fondateur d'une performance qui va venir sur trail, quoi. Clairement, j'adore ce que tu dis, ce que tu as dit en préambule, c'est-à-dire ne pas oublier que la course à pied, ça se réapprend, pour pas dire ça s'apprend, parce que normalement on est inné, on est fait pour courir. Malheureusement, notre vie sédentaire et le fait qu'on fasse pas assez de sport à l'école fait qu'on s'est désadapté à la course à pied, mais que tout le monde, que tous nos éditeurs qui nous écoutent sont un peu biaisés, mais que leur entourage, il faut leur rappeler qu'ils sont faits pour courir. Mais du coup, ça se réapprend, et effectivement, il y a une part éminemment technique, et puis en plus qui fait la particularité et la singularité du trail par rapport à la course sur route, même si évidemment il peut y avoir des marathons très très plats puis d'autres un peu plus accidentés, on peut avoir le même kilométrage, le même dénivelé et pour autant avoir une technicité qui soit bien plus complexe. J'en veux par exemple, il y a 2 trails en France, un qui est sur la métropole et un qui est sur une île qui s'appelle l'île Intense, qui font le même kilométrage, donc l'UTMB et la Diagonale des Fous font le même kilométrage à quelque chose près, le même dénivelé, et pourtant le vainqueur de l'UTMB met 4 heures de moins que le vainqueur de l'UTMB, et c'est souvent les mêmes. Donc il y a évidemment une partie technique qui est très importante, et ça, celle-ci, il va falloir la travailler. Alors tu l'as dit tout à l'heure, le travail de pied, pour moi, il est important, hein, c'est le chapitre numéro 1 de mon livre, donc effectivement, j'y apporte une attention particulière, pour le marathonien comme pour le trailer, mais effectivement, après, il y a tout ce qui entoure le pied, ce qui va stabiliser la cheville, le genou, parce que effectivement, on va avoir des trails qui seront plus ou moins techniques. Cependant, on peut aussi avoir des trails très roulants. Il y en a un pas loin d'ici qui a lieu, les co-trails. Alors nous, à l'époque, Youdi, on appelait ça un maxi-cross, on est d'accord. Mais bon, mais du coup, je veux dire, tu fais le 80 de l'éco-trail, ça ne sera pas pareil que le 90 du Mont Blanc. Si on se dit les choses, tu sors du studio ici le week-end de l'éco-trail, tu vois les gens courir
courir sur les quais de Seine, tu dis pas qu'ils sont en train de faire Ouais, un que c'est trail. un trail, ouais. Là, il y a beaucoup de morts vivants, de toute façon, quand tu sors. Mais À cet non, endroit-là, t'as pas ça doit l'impression être que c'est... Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et c'est ça qui fait la particularité aussi du trail et la beauté. Moi, enfin voilà, j'ai un biais évidemment, tu t'en doutes, mais Non, bien vous sûr. en doutez. Mais effectivement, le trail est fabuleux parce que tu as un athlète qui va faire un 40 km en vallée de Chevreuse versus un 40 km dans les Alpes. Ben, la technicité sera pas du Non, tout mais la c'est même. sûr. Et puis il faut perdre cette obsession du chrono que tu peux avoir sur route. Et c'est pour ça aussi que certains dévient vers le trail parce qu'on n'a plus l'envie comme ça d'avoir l'allure exacte, de passer sous cette barre mythique C'est ça. qu'on se fixe. Et là, d'être un peu détaché de tout ça et de tenir compte des conditions et aussi de la difficulté Ouais, du parcours. je suis désolé pour ceux qui ont écouté le dernier podcast où j'étais là et je disais qu'effectivement, là, il y avait le marathon de New York. Et si vous étiez à l'arrivée, regardez la tête de ceux qui font 2h59 et regardez la tête de ceux qui font 3h01. Exactement. Alors que sur un trail, tu l'as pas Bien sûr. Bien sûr. cet enfermement avec le chronomètre. Ça veut pas être, attention, ça veut pas dire que tu veux pas être performant, Non, évidemment. bien sûr, bien Et sûr. la notion de performance, elle doit aussi être entendue par tous, par ceux qui sont récréatifs comme ceux qui veulent gagner des courses. Johan, tu as un profil particulier, on l'a dit, 20 ans de haut niveau dans la course à pied, la course sur piste et la course sur route désormais. Tu as cette envie de basculer sur trail bientôt dans les mois qui viennent. Est-ce que tu réfléchis déjà en tant qu'athlète de haut niveau à une façon de te préparer? Est-ce que tu as des séances que tu as envie de mettre en place, un protocole de renfort musculaire? Est-ce que tu penses déjà à tout ça ou pas encore? Bah, j'y pense, mais c'est pas que ça m'effraie, mais pour moi un gros saut dans l'inconnu parce que je sais que c'est un univers qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'apprenne à oublier tout ce que j'ai un petit peu connu dans l'entraînement et les repères que j'avais, que ce soit les repères de mesure, tu vois, les repères d'intensité, Bien de sûr. vitesse, les repères cardio. Tu vois, je sais que un footing à 3,30 au kilo, je suis à 150 BPM par minute. Si je suis plus haut, bah, c'est que je suis pas bien, tu vois. Et pareil, à l'inverse, 160, c'est 3,15, tu vois. Et donc, casser tous ces repères que j'ai eu l'habitude de travailler et sur lesquels je fais attention aujourd'hui pour aller vers des choses nouvelles, justement, où, tu l'as dit, on oublie un peu le chrono, on est un peu plus à l'écoute de ses sensations. Il faut travailler toute cette partie technique, toute la difficulté de ces terrains un peu variés. Et donc, effectivement, c'est un travail qui sera totalement différent. Et du coup, ouais, c'est pas que ça m'effraie, mais ça m'excite. Il y a un côté excitant, mais il y a un côté où je me dis, ouais, je repars à zéro, tu vois, pas tout ce que j'ai appris, mais je vais aller dans un environnement que je ne connais pas et quelque chose que je ne maîtrise pas. Et je sais pas, typiquement, je sais pas si je serai un bon descendeur ou pas, j'en ai jamais fait. Donc ça se trouve, je serai soit très très bon, je vais me surprendre parce que je vais me lâcher, parce que voilà, je vais avoir cette sensation de vitesse, je vais kiffer, soit je vais être une vraie bouse et je pense que du coup, ça sera très compliqué. Donc, tu vois, c'est un saut dans l'inconnu. Si t'as un bon coach Ouais. Yodu, tu vas faire des ravages. Bah Non, moi, voilà. je suis, en tout cas, excuse-moi, je te coupe Yodu. Moi, j'ai hâte de voir ça. On l'avait dit lors de notre dernier entretien. Vraiment, j'ai hâte de voir Yodu sur le trail. Et j'ai hâte de voir parce que en fait, ce qui est marquant chez les coureurs sur route, et là on parle de Yodu, donc d'un athlète de très haut niveau, mais chez l'athlète sur route en règle générale, c'est qu'il va falloir qu'il fasse un deuil, et le deuil de sa c'est ça. vitesse. C'est ça. Et du coup qu'il se transforme parce qu'on l'a dit, il y a plusieurs facteurs de performance dans des activités aérobies comme la course sur marathon, mais ils sont connus, VO2 max, fraction du VO2 max et puis économie de course. Ça, c'est pour être performant sur route et sur demi-fond, c'est ça. Mais il va garder, quoi qu'il arrive, un socle énorme. Exactement. Là, il nous parlait de descente. C'est particulier à descente parce que musculairement, c'est très dur. Mais j'imagine que Yodu en montée peut être très fort avec le cœur qu'il a, avec, comme tu dis, la cadence, etc. Il peut avoir des qualités au-dessus de la moyenne. C'est un bon point, mais on dit un trail, ça se perd en montée, ça se gagne en descente. Ouais. Donc peut-être qu'il fera partie des tout meilleurs grimpeurs, vu son morphotype. Ça, je le pense aussi. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les championnats du monde de course en montagne. Comme une année sur deux, c'est ou que en montée, là on a beaucoup d'Africains de l'Est et pas le même profil. Et quand c'est montée-descente, ils ont disparu parce qu'effectivement, dans la descente, même si là il y a une amélioration évidemment de ces athlètes-là, il y a quand même un facteur musculaire qui fait que oui, je suis à peu près sûr que demain
au premier trail que fera Yodu, il sera dans le groupe de tête, voire tout seul devant, en haut du premier col. Et puis la descente, peut-être exactement. Mais en tout cas, moi, vraiment, je le dis, et on n'en a pas préparé. J'ai hâte de voir ça. Non, mais moi, j'ai conscience que Yodu. c'est 2 sports différents et que du coup, c'est pour ça que j'y vais pas là. Tant que j'ai décidé de rester sur la route et de terminer un peu ma carrière, tant que je vois que je peux encore courir relativement vite et faire les challenges que je me suis lancé, à savoir courir moins de 29 aux 10 km et essayer de me rapprocher des 2h10 au marathon. Et par contre, le jour où je bascule, moi je bascule à 200% et je pars à 100% sur le trail. Donc c'est pour ça que je prends le temps d'y aller, mais quand je vais y aller, j'irai à 2000%, quoi. Il y aura plus de machine arrière. Moi, j'ai hâte d'avoir ce petit plaisir sadique de le voir galérer un peu quand même. C'est ça, tu vois, courbaturé, tout ça. Mais moi, par rapport à ce qu'il dit, Yodu est vraiment que les auditeurs soient très transparents. On l'a pas préparé, mais moi, je pense que mais c'est un sentiment personnel, évidemment. Je veux pas me faire défoncer derrière si les gens vont dire que je sais tout. Mais j'ai le sentiment que quand tu décideras de faire une transition, peut-être. Je dis bien peut-être, mais parce que moi je l'ai observé sur des athlètes de très haut niveau, tu réaliseras tes meilleurs chronos parce que comme tu moduleras ton entraînement différemment, peut-être il va complémenter son entraînement. Oui, parce qu'il y a un travail musculaire qui est un peu plus important. Peut-être qu'il va prendre un petit peu de poids, mais le poids qui est pris, rappelons-le, c'est jamais délétère tant qu'il est pris sur l'appareil locomoteur. Et donc du coup, il pourrait se surprendre. Je dis pas que c'est la clé. Hein. Je dis juste que peut-être hyper intéressant. Moi, j'ai hâte de voir la transition parce que tu vas pas faire on-off, j'imagine, et c'est pas impossible. Et d'ailleurs, on voit des trailers aller quand même très très vite et sur 10 et sur marathon. Donc c'est bien la preuve que tu peux être performant, encore plus quand tu as un niveau de base et un VO2 max comme là, Yodu. Avant qu'on passe aux questions des auditeurs, parce qu'il y en a vraiment un paquet, et j'aimerais qu'on puisse, comme ça, entre guillemets, récompenser tous ceux qui nous ont posé des questions. Sur la progressivité et sur les objectifs qu'on se fixe, Seb, est-ce que c'est important de démarrer par des courtes distances ou est-ce qu'on peut se lancer un défi d'aller tout de suite sur un 60, un 80 en adaptant l'entraînement, en prenant le temps, etc. Est-ce qu'il faut passer par les étapes courtes avant d'aller sur du long, quoi? En fait, tout dépend d'où vous partez. Si vous êtes un marathonien chevronné, que vous avez déjà quelques marathons derrière vous, c'est sûr que mon premier réflexe, c'est de dire déjà passer par un 20 ou 30 km. Parce que même faire un maratrail, c'est pas pareil qu'un marathon. Déjà, les intensités sont pas les mêmes. Hein. On fait un rappel que souvent, on dit allure marathon. Ça veut rien dire, allure marathon, c'est intensité marathon. Et quelqu'un qui court le marathon en 2h10, c'est pas la même intensité que quelqu'un qui le court en 4 heures. Donc déjà, il y a une notion d'intensité qui vient codifier notre entraînement. Donc, si vous êtes déjà habitué au marathon, pourquoi pas faites un maratrail? Parce que, en vrai, vous passez dans une autre, il l'a très bien dit Yodu, dans un autre sport. On est dans un autre sport. Et donc, le temps que vous avez mis au marathon, il va être peut-être multiplié par 2. Donc les intensités ne seront pas les mêmes. Donc il va falloir préparer le corps et l'organisme à ça, aux contraintes musculaires. Et c'est pour ça que je l'admets et je l'assume totalement. Je suis plutôt conservateur pour les marathoniens qui passent sur le marathon. Commencez déjà par votre distance sur trail. Parce qu'il y a un risque de traumatisme psychologique aussi, de très mal le vivre et de se dire parce que refus d'obstacle. Exactement. Et puis, rappelez-vous, toute progression lente est une progression durable, alors qu'une progression rapide, c'est pas une progression durable. Tout le monde n'est pas Kylian Jornet, tout le monde n'est pas les athlètes que vous voyez sur les réseaux sociaux qui sont des athlètes exceptionnels. D'ailleurs, Yodu en est un. Mais du coup, acceptons de cette transition et peut-être commencer, si vous êtes plutôt coureur sur route, commencez par des trails qui sont plutôt qui se courent plutôt que trop techniques. Mais ça, c'est où j'habite, qu'est-ce qui m'anime aussi. Bien sûr. Allons-y sur les questions des auditeurs, donc à commencer par celle de Kevin. Il va faire la Saint-Élion en fin d'année. Et il te demande comment on s'affûte pour les trails longs et pour celui-là en particulier, jusqu'à quand il doit garder un travail de qualité de D+, et de D-. Et est-ce qu'il garde malgré tout une grosse sortie à S-2 comme sur marathon? Alors, en fait, là, il m'aurait fallu le temps qu'il va mettre, mais on va dire que de toute façon, c'est un ultra. À partir du moment où on est sur 6 heures d'effort, et c'est au moins le cas pour les gens qui vont nous écouter, c'est l'ultra. Donc, on n'est pas à S-2, mais on est plutôt à S-3.
et on a un affûtage qui se fait sur 3 semaines, en dessous de 14 heures, 15 heures d'effort, et puis après, à 4 semaines, selon les travaux des chercheurs comme Pascal Balducci ou Guillaume Millet sur l'affûtage, donc 3 à 4 semaines d'affûtage. Et dans l'affûtage, aujourd'hui, ce qui fait à peu près consensus, mais à nouveau, c'est la science qui nous dit ça, c'est de diviser par 2 le volume qu'on faisait donc dans notre semaine la plus grosse ou dans notre microcycle le plus gros. Et on garde quand même cette intensité. En fait, et donc ce D- et ce D+, vous le divisez par 2 par rapport à ce que vous avez fait dans votre grosse charge d'entraînement. Donc l'idée sur l'affûtage, quelle que soit la distance d'ailleurs, c'est on divise par 2. Et plus la course va durer longtemps. Donc si c'est au-dessus de 6 heures d'effort, on dit c'est 3 semaines. Et si c'est au-dessus de 15 heures d'effort, c'est 4 semaines d'affûtage. Ok, donc Ouais. voilà, donc il doit réduire vraiment de Ouais. manière assez drastique. Ouais, pour s'il arriver en avait forme l'habitude pour- de faire des footings d'une heure, il fait plus que des footings d'une demi-heure. Alors, Ok. on ne joue pas sur la fréquence. Si l'athlète, alors là, si on fait de l'ultra, c'est au moins 5 entraînements par semaine. Ouais. Ce que j'espère pour toi, Kevin. Sinon, tu vas Et- souffrir, mon pote. Ouais, sinon ça risque d'être compliqué. Et 5 entraînements, ça ne veut pas dire 5 entraînements uniquement de course à pied, évidemment, l'entraînement croisé, le renforcement. Mais du coup, on garde sa fréquence d'entraînement, mais on la divise par 2. Alors, d'autres questions, notamment Matt, et ça fait la transition avec tout ce qu'on a dit depuis le début, qui nous dit: en quoi me mettre au trail m'aiderait à améliorer mes performances en course sur route? Pour info, je suis aujourd'hui à 3h07 au marathon et je cherche toujours à casser le mur des 3 heures. Ouais. C'est un petit peu, tu vois. C'est ce que tu as dit pour Johan. Exactement. Ouais, moi, c'est ça. moi, je suis persuadé que. Et à nouveau, je sais bien que j'ai mon biais de sélection de coach de trail, mais je ne suis pas que coach de trail. En fait, le renforcement inhérent à la pratique du trail va l'aider dans le marathon. Aujourd'hui, les études sur le renforcement avec charge additionnelle ont été faites sur des coureurs sur route et sur du marathon. Donc, imaginez bien que là, il va falloir en faire un peu plus. Et on parle souvent du mur du marathon, donc du 30e ou du 35e, pourvu que le mur arrive le plus tard possible. Ouais, c'est sûr. On parle souvent d'un problème alimentaire, mais c'est aussi et surtout un problème musculaire, donc la contrainte excentrique due à la répétition de la foulée. Du coup, le renforcement qui va être inhérent au trail va aider le marathonien là pour 3h07. Voilà, moi je fais le pari qu'un coureur qui... Là, on parle pas d'un athlète élite qui Non, bien sûr. court à 2h10 ou peut-être le trail. Et encore, moi je mettrais une pièce quand même sur Yodu et sur ses meilleurs chronos le jour où il sera un peu plus en nature et qu'il aura à faire de la descente quand il va à fond remue, justement, au lieu de faire des séances que de montée, qu'il fasse des séances d'excentrique. Il gagnerait, voilà. Excuse-moi Yodu, je fais comme si tu n'étais pas là, mais vraiment je t'encourage à faire ça. Ouais. Et si on prolonge le débat sur sa planification, Matt, c'est-à-dire qu'il doit intégrer le trail et garder un objectif marathon pour la suite de la saison. Ça doit être d'abord son trail qui va le renforcer musculairement pour ensuite basculer sur sa préparation. Ça veut dire qu'on pourrait très bien, et moi j'ai quelques athlètes qui sont comme ça, et d'ailleurs j'adore que mes athlètes passent par le marathon parce que c'est quand même une intensité, pour moi on va pas se mentir, faire un marathon à sa plus haute intensité personnelle, c'est bien plus dur que de faire un ultra. Ouais, tu l'as toujours dit. Moi, j'ai un profond respect pour les marathoniens et la difficulté du marathon, alors qu'un ultra, ça va, on s'arrête, on mange du carré poulet quand t'es à la Ligue de la Réunion, ça va, détendez-vous. Alors là, je vais me prendre des scouts des ultra-trailers de la Diag. Non, mais honnêtement, justement, il aurait à intégrer ces sorties longues, au lieu qu'elles ne soient que du kilométrage, il les ferait tourner en temps, et puis au lieu de passer 1h30 ou 2h sur sa sortie longue, une semaine sur 2 ou une semaine sur 3, s'il fait une transition vers le trail, il va les faire en nature. Et donc du coup, ces séances peut-être de puissance aérobie, de séances de côte, dans ces séances de côte, une fois sur 2, il fait aussi un travail de descente, parce qu'il y a un travail excentrique. Alors évidemment, s'il fait un travail excentrique et de descente, il n'a pas de séance de qualité avant 3 ou 4 jours. Il faut récupérer. Oui. Et l'importance de la planification, c'est de se laisser le temps de récupérer après le trail pour rebasculer sur du marathon. Tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les conseils. Il faut planifier pour planifier quoi ? Qu'est-ce que je vais travailler ? Qu'est-ce que j'ai besoin en temps pour développer une qualité ? Exactement. La puissance aérobie, mon seuil ventilatoire 2, mon endurance. Et une fois que j'ai planifié ça, je fais rentrer ça dans mon macrocycle. Ça colle à une question de Mathis. Il nous avait laissé un audio, mais je te la pose comme ça, vu qu'on est en plein dans le sujet. Combien de coupures tu prévois sur chaque saison ? Alors, c'est une excellente question.
sur au moins une, Au moins une. Et voire c'est deux. quoi Ah une oui. coupure? C'est combien de temps? Une. Alors, la coupure idéale, c'est 15 jours. Et 15 jours, là, les bigorexiques qui nous écoutent sont déjà en PLS. Ah ouais. 15 jours Pensez pour sans, Arnaud Clément. sans rien faire. Oui, d'ailleurs, j'ai écouté un podcast et j'ai entendu. Mais comment dire, il n'y a pas meilleur conseiller que celui qui l'est aussi. Donc, je suis bigorexique, bien je sûr, bien l'assume sûr. totalement. Ah, bravo. Mais quand tu dis 15 jours, toi, c'est 15 jours off. Ah oui, attention, c'est pas 15 jours. Et c'est rigolo parce que là, donc, j'ai des nouveaux athlètes parce que je fais une session de recrutement qu'une fois par an. Et là, ils attaquent avec moi et je leur dis, bah, déjà, t'attaques avec 15 jours de off. Et là, c'est des questions. Non, mais je peux quand même faire ceci. Non, c'est off total. Tu regardes RMC Sport, tu manges des chips, tu bois de la bière. Non, t'es pas obligé de faire ça, mais en tout cas, tu te laisses. Et au moins une fois dans l'année, ça c'est. Et on peut aller jusqu'à 3 semaines, ça dépend aussi. Vous avez reçu Camille Brouillas, Ouais. qui est une copine et qui, moi, j'ai adoré. Après, j'ai un biais aussi, évidemment, c'est une amie. Et elle a expliqué que après l'UTMB, elle avait besoin. Ouais, Elle n'a pas fait 15 jours, elle avait Ouais. bien plus. Et là, on parle d'une athlète élite de haut niveau qui a certainement des capacités Ouais. de récupération au-dessus de la moyenne. Et l'importance de la Eh fraîcheur ouais. mentale. Hein. Exactement. Elle a Ah, tout à ressenti fait. le besoin de Ouais, ouais. couper comme ça et de passer à autre chose parce qu'il y a malgré tout une déception sportive à digérer. Et ça, c'est autre chose. Tout à fait. Et ça, moi, en tant que vulgarisateur de l'entraînement, ça me fait plaisir parce que je dois aujourd'hui, je dois l'admettre, me battre contre les réseaux sociaux qui nous font de Ah, la mais, pratique là, t'as raison. et de la outrance. Ah, t'as Et raison. quand une athlète de haut niveau arrive à avouer ça, ben moi, je suis très heureux parce que Exactement. c'est pas Seb Kornitsky qui le dit, la science rappelle qu'il faut faire une coupure. Alors oui, par contre, quand tu fais 15 jours de coupure, la problématique, c'est presque, une fois que tu as convaincu tes athlètes, c'est la reprise. Ouais. Et la reprise... Doucement. Progressive. Ouais, non, mais c'est vraiment progressif. C'est-à-dire... Pas à pas. tu sais, je suis désolé, peut-être que je vais choquer, mais 40 minutes de jog après 15 jours où tu n'as rien fait, c'est 9000 squat jump unipodal. Tu sais, tu ne reprendrais pas le renforcement en faisant 4500 squat jump 40 unipodal. minutes, c'est trop. Voilà, Ouais. exactement. Ah Il y ouais. a des protocoles qui font je fractionne ma reprise 3 fois 3 minutes, quel que soit son niveau. Hein. Moi, j'ai mes athlètes élites là, ils sont en train de reprendre. Ah, ils détestent mon cycle de reprise. Ouais. Mais pendant 3 semaines, on va vraiment reprendre et on fera 30 minutes au bout de 2 semaines pour les Ouais, plus ça paraît aguerris. fou. Ouais. Et ça va permettre d'être encore en fait dans une coupure. C'est-à-dire que ça va, je vais courir 10 minutes dans la journée. Mais par contre, il y a beaucoup de fréquences, c'est-à-dire qu'il y a au moins 5 fois par semaine. Donc c'est aussi intégrer et faire comprendre aux gens qu'une fois qu'on a fait cette coupure qui est inhérente, il va falloir en face mettre une reprise qui soit la plus progressive possible. Et dites-vous toujours que c'est toujours mieux de couper que d'être blessé. Hein, parce que là, ce sont Ah deux oui. choses complètement Là, c'est- différentes. Et la blessure, c'est Ouais. être à l'arrêt. C'est la phobie de tous les coureurs, Ouais. trailers ou coureurs sur route. Donc, Et rappeler que la blessure, c'est une erreur d'entraînement. exactement. C'est Voilà. toujours. Et tu sais que je pense à toi à chaque fois. Mm. À chaque fois que je vois un mec blessé, depuis Ouais. le dernier épisode, je dis ah bah voilà, c'est une erreur. Voilà. Mais c'est- Putain, tu et dois même- Des mecs Non, qui boitent, tu dois en Non, mais croiser je souvent. te alors jure tu que c'est dois vrai. penser à ça. Et même pour le foot, je me dis bah ça c'est une Mais erreur. tout à fait. Ouais. On Ah. est tous les deux, Ouais. on aime le foot. Je ne donnerai pas mon équipe préférée pour Ouais. pas avoir de problème sur cette chaîne. Mais du coup, là, mon équipe préférée a 6 joueurs absents. Là, tu te dis, mais Ouais. que font, enfin, désolé, hein, que font les préparateurs physiques, que font les physios, qu'est-ce qui s'est mal passé dans la voilà. quantification de la charge. Et on a la chance j'ai la chance de connaître pas mal de chercheurs et de scientifiques qui voient justement Ouais. ces erreurs, et même aux sportifs de haut niveau. Mm. Alors, question de Benjamin, il nous l'a laissé d'ailleurs en audio, on va l'écouter, tu vas voir, ça concerne le matériel qu'on utilise pour le trail. Salut l'équipe. J'ai une question concernant l'utilisation de bâtons de trail. Pour l'instant, j'en ai jamais utilisé, mais là, je suis inscrit à une course où ça pourrait bien être utile, c'est la Maxi Race. Je me demande si ça risque pas d'être contre-productif, sachant que j'aurai peu de temps pour m'entraîner avec en montagne. Et si je décide de m'y mettre, est-ce que vous avez des conseils, notamment en termes de renfort musculaire? Merci d'avance. C'est une excellente question, mais la Maxi Race, c'est au mois de mai, donc on est au mois de novembre. On aura largement le temps de. Alors, mais c'est bien parce qu'à nouveau, on est sur le cliché. Ah, je peux pas aller en montagne, donc je peux pas m'entraîner avec mes bâtons. Ben, Youdiu l'a dit, hein, trouve-toi une petite côte dans la forêt à côté de chez toi, utilise tes bâtons. J'encourage aussi beaucoup, alors là, peut-être ça va faire bondir certains, aller faire des cours de marche nordique. Souvent, c'est vu comme une activité pour vieux ou personnes en fin de vie ou diabétiques. Enfin voilà, évidemment c'est une activité santé qui est géniale. J'en encadre et je trouve ça génial. Mais c'est là qu'on apprend correctement à utiliser ces bâtons. Servir des bâtons. J'ai une anecdote. La première année où j'ai été sur une petite course qui s'appelle l'UTMB, je crois, sur les bords du sentier, j'étais avec un pote qui s'appelle Thomas Laure Blanchet, hein, donc quelqu'un qui est très connu dans le monde du trail. On se regardait, on voyait
les participants utilisaient leurs bâtons et les 3/4 ne savaient pas les utiliser. Pourquoi ? Parce que tout au long de leur saison, parce qu'ils n'habitent pas en montagne, ils ne les ont pas utilisés. Voilà. Non, j'encourage à... Et ils les sortent que le jour de la course. Exactement, tu les découvres. Donc là où a raison l'auditeur, c'est que effectivement, si tu les as pas utilisés avant, ça va être des groupes musculaires qui n'ont pas l'habitude de travailler, le haut du corps, si en plus on l'a négligé dans son renforcement et qu'on n'a pas la technique, on va devenir beaucoup plus consommateur. Donc l'utilisation des bâtons, c'est pas uniquement quand on est en montagne, on peut aussi se faire des séances spécifiques et puis aller marcher avec les bâtons. Alors oui, je vois bien déjà. Alors le coureur sur route, de nuit, si vous qui a êtes du mal, c'est ça, qui a du mal, qui va perdre son kilomètre-heure au kilomètre. Et si en plus tu lui mets des bâtons, il va dire attendez, non mais c'est quoi cette activité pour seniors ? Après mon opération au tendon d'Achille, j'ai repris par ça en stage équipe de France au Portugal. Ouais. Mais je te jure, les autres, ils étaient à la fenêtre avec les téléphones, ils me prenaient en photo, ils se foutaient de ma gueule, j'avais honte. Mais voilà, 6 mois après, j'avais plus mal au tendon d'Achille. Exactement, tu as travaillé ta chaîne postérieure beaucoup plus parce que tu as agrandi ton pas. C'est une vraie belle activité qui est sous-cotée malheureusement. Johan, tu as trouvé ça plus avilissant que l'aquajog quand tu faisais de la course à pied à la piscine à 6 heures j'avais plus honte avec les bâtons, je crois. Vraiment. Bon. Question de Clément qui nous dit: j'ai une interdiction de poser le pied droit par terre. On ne sait pas vraiment ce qu'il a eu, il n'a pas donné de détails. Quels exercices pour le renfort des mollets et des jambes je peux faire avec cette contrainte ? Est-ce que tu dis déjà de se reposer parce qu'il a déjà une blessure et ça sert à rien d'aller chercher d'autres choses ? Si effectivement l'auditeur est blessé là, ça veut dire, n'oubliez pas, si vous êtes blessé, c'est que vous en avez trop fait. Exactement. Juste, vous avez besoin de vous reposer. Parce que, et c'est rigolo parce que souvent, et là je vais parler au nom de mes amis et collègues kinés et physiothérapeutes qui, quand ils rencontrent un bigorexique ou quelqu'un qui ne veut pas couper, va se dire ok, mais il me reste quand même un membre sur lequel je peux travailler parce que l'autre non, ça veut quand même juste dire vous êtes fatigué. Le corps est bien fait, on a beaucoup de technologie aujourd'hui, mais être focus sur ses propres sensations, c'est quand même un point important. Donc si vous êtes blessé, reposez-vous. Maintenant, si c'est une autre problématique, oui, tout le travail de mollet, effectivement, dans le renforcement, j'ai dit que le pied était important à renforcer, ça c'est même primordial, quelle que soit la chaussure que tu mets à tes pieds. Et puis après, évidemment, au lieu d'aller faire des squats, peut-être faire du travail de mollet, de monter sur pointe, des choses qui paraissent basiques, mais qui sont fondamentales. Et il faut savoir que c'est la partie de la chaîne postérieure où on perd le plus vite. Et il faut se rappeler aussi qu'on est aussi fort que notre partie la plus faible. La chaîne musculaire est aussi forte que notre partie la plus faible. Ça veut dire que si mes mollets sont faibles, j'ai beau avoir développé des cuisses très solides, j'aurai une... C'est pas ta cuisse qui va compenser. Non, exactement. Question de Mathieu qui nous dit: je vais me lancer sur mon premier 100 km après avoir fait 80. Est-ce que je peux avoir l'audace de viser un temps en analysant le profil ou est-ce que je dois rester prudent et viser au moins de le terminer parce que c'est la première fois que je vais faire 100 km? Là, il n'y a pas. Alors, pareil, il m'aurait fallu. Est-ce que c'est avec le même ratio kilomètre dénivelé ? Est-ce que c'est la même technicité ? C'est pour ça que je vais caricaturer, mais c'est vraiment des questions de coureurs sur route. Il faut plus de manque des infos. Il manque un tout petit peu d'infos. Bon, imaginons, j'ai le contexte, c'est même typologie technique, même ratio dénivelé kilomètre. Si l'athlète a fini les 80 km en santé, plutôt en se sentant bien, sans mettre des mois et des mois sans remettre, est-ce que ce soit physiologiquement ou musculairement, oui, il n'est pas interdit d'être ambitieux. Et je rappelle que le mot performance en vieux français, ça veut dire accomplissement. Ouais. Donc on veut tous être performants. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent, ils veulent être performants parce qu'ils veulent apprendre des choses. Donc à partir du moment où on apprend, on veut être performant. Donc oui. Pourvu que ça ne veut pas dire partir plus vite, ça veut dire certainement jouer sur une gestion qui soit différente. Non, un 100K, quel que soit le dénivelé, ça va être à minima 12-14 heures d'effort. Donc c'est de l'ultra-endurance, peut-être jouer sur des paramètres qui ont été des points faibles lors de son 80, parce que je ne sais pas dans quel état non plus il a mis son 80. Donc il y a une question qui est intéressante, mais l'idée c'est de dire comment j'ai fini mon 80. Alors, je vais être vindicatif. Si j'ai fini mon 80 et que pendant 4 mois, je ne pouvais pas marcher, 4 mois, je dis n'importe quoi. Allez, pendant 1 mois, il y avait encore des courbatures et que ma femme, elle est partie avec les enfants parce que j'ai tout consacré à... peut-être faire que 60, ça suffit. Et peut-être être performant sur 60 plutôt que vouloir absolument... Parce que c'est ça, je le dis en formation ultra. Et la première phrase que je dis, c'est que l'ultra ne doit pas être le Graal. Et c'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure modestement de te reprendre. C'est raison, dire que, effectivement, c'est super. Si vous avez pris du plaisir à 80, peut-être que ça suffit. Voilà. Et si vous n'avez pas pris de plaisir à 80... Il faut avoir cette obsession du toujours plus. Exactement. Ouais.
Ah non, mais c'est sûr. Question audio de Dorian qui lui veut nous parler justement de distance, de dénivelé. Tu vas voir, il explique son exemple et tu vas pouvoir lui répondre. Salut la team RMC Running. Voilà, donc moi ça fait 3 saisons que je fais du trail et des courses d'environ 20 km et 1200 de dénivelé positif. Et je sens une certaine progression sur ces courses-là. Et je voulais savoir qu'est-ce qui pourrait m'indiquer que je pourrais aussi allonger la distance parce que j'aimerais bien me lancer dans du environ 40 km et 2000 de D+. Merci pour votre retour et à bientôt. Voilà, Dorian est déjà à l'aise sur sa distance. Ouais, ça j'adore cette question parce que effectivement c'est quelqu'un qui est déjà à l'aise sur sa distance. Donc c'est la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire que là si tu t'es senti performant, l'idée de passer sur 20, peut-être pas doubler tout de suite, aller sur un 30, 35, rester sur des courses avec la même technicité. Puis après des fois on pense à un maratrail, mais peut-être que il y a des formats, donc sur l'UTMB c'est moins de 50, qui sont très techniques, éminemment techniques. L'idée c'est de dire, là pour le répondre avec un conseil d'entraînement, c'est peut-être pas les sorties longues qu'il va falloir travailler, c'est son intensité. Parce que en fait, comprendre que là, il la maîtrise, cette intensité, puisqu'il l'a fait plusieurs fois. Maintenant, il faut qu'il fasse le deuil de cette intensité, aller sur une intensité qui soit moindre pour progresser et pouvoir aller un peu plus loin et allonger la distance. Parce que c'est souvent ça. Ce qui ne se vérifie pas totalement dans la course sur route. Dans la course sur route, quand tu as fait le tour du semi, évidemment, je ne suis pas en train de dire que l'intensité du marathon, c'est l'intensité du semi. Cependant, pour les athlètes de très haut niveau, elle va être infime. La bascule, Yodu pourra confirmer ça. Il n'y a pas un gros écart. Alors que sur trail, là, on passe pour quelqu'un qui va être en intensité 3. I3, je rappelle les intensités, ça va de I1 à I5. On n'utilise pas en course à pied I6, I7 ou alors à la marge. I3, c'est l'intensité du marathon pour les meilleurs. Voilà. Et si tu doubles, si tu vas sur Maratrail, les meilleurs mondiaux sont en I3. Et puis les moldus, comme dirait un de mes amis, c'est de l'I2. Donc maîtriser cette intensité et faire le deuil de cette intensité. Ça ne veut pas dire ne plus en faire dans l'entraînement, ça veut juste dire dans les sorties longues, accepter d'être un tout petit peu plus moins intense. Ouais. Mais c'est intéressant, Johan, parce qu'on peut se reconnaître là-dedans. C'est tous ceux qui sont dans une prépa marathon et qui se disent j'arrive à tenir, mais on avait déjà parlé avec Seb, j'arrive à tenir cette allure sur mes spé marathon et tout, donc c'est forcément l'allure que je vais tenir le jour J. Ben non, en fait, il faut réussir à intégrer, à comprendre que c'est dans cette zone qu'on va être performant sur marathon et que c'est une vitesse qu'il faut tenir pendant 42 km. Donc on peut très bien faire des fractionnés où on tient une vitesse assez élevée, mais est-ce qu'on sera capable de la tenir sur 42 bornes d'affilée? C'est toute la problématique de la prépa en fait. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a tellement de paramètres qui vont rentrer en jeu, à savoir, je sais pas, un petit vent de face, du dénivelé, une bosse, des trucs comme ça sur marathon qui peuvent te faire quand même perdre pas mal de temps, surtout après le 30e kilomètre où le moins de faux plats, ça devient un peu une cote. Donc effectivement, c'est compliqué dans l'entraînement, mais si tu l'as travaillé et si tu as suffisamment bosser cette allure-là et que tu l'as bien mémorisé et que tu as fait des séances avec un certain volume assez important sur ces allures-là, normalement, effectivement, quand on fait après le travail d'affûtage, le travail de récupération, le jour J, tu es capable de maintenir cette allure. Mais après, c'est vrai qu'il y a des paramètres qui entrent en ligne de compte qu'on ne maîtrise pas toujours. Ouais. On pourrait faire ça 3 heures, mais on va donc avancer. Question de Timothée à l'écrit, Seb, pour toi. Est-ce qu'on est forcément limité niveau vitesse à un moment par rapport à notre poids? Est-ce qu'au-dessus d'un certain point, il est dur d'atteindre une certaine vitesse? Est-ce que c'est un facteur limitant ou est-ce que, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, ça dépend de où se place la prise de poids et voilà, c'est comment tu as dit, c'est sur la motricité? Ouais, sur l'appareil locomoteur, effectivement. Alors, évidemment, si je suis lourd et pas très sec, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de masse grasse, évidemment, ça va être un handicap. Ouais. Évidemment, je suis crossfitter qui fait 100 kg et qui a 3% de masse grasse, je vais être aussi handicapé, on va pas se mentir. Bien sûr. Mais de là à dire, il y a une charge à transporter malgré tout. Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant, de là à dire, il y a un poids sur lequel on est moins efficient. Ce qui est cool, c'est que, tu vois, moi je fais 1m20. Il y a des grandes tiges comme Baptiste Chassang ou François qui sont très très grands. Le trail a cette faculté d'avoir aujourd'hui, il n'y a pas de morphotype. Ouais, exactement. Donc rassurons aussi tous nos auditeurs, peut-être quelqu'un qui
aurait un peu plus de masse musculaire. On va parler de masse musculaire parce que masse grasse, que ce soit sur route ou en trail, ça va être handicapant, Oui, trouver évidemment. un ultra trailer de haut niveau un peu gras, c'est assez rare. Ouais, exactement. Mais du coup, pour autant, on pourrait avoir quelqu'un de très grand, très sec et qui est plus léger que quelqu'un qui est petit et trapu. Ouais, J'ai plein d'exemples en tête. Donc, il n'y a pas de curseur de poids. Par contre, évidemment, le poids non utile, donc la masse grasse, elle va être handicapante un peu plus dans les montées. C'est sûr que à plat sur route, c'est une évidence parce qu'il va falloir transporter cette masse et encore plus dans la descente parce que du coup, c'est comme si on avait un sac à dos qui est inutile. Donc, C'est pas comme un vélo. non, Non. c'est exact. Ouais, en plus, je sais qu'il y a un certain Nasser Bouani qui fait quelque chose avec vous. Nasser, ça y est. Alors regarde, je vais te montrer une photo. Je la diffuserai dans l'épisode justement des Il est Ramsey affûté consacré à la prépa Valencia. Il commence à m'envoyer ses assiettes. J'ai pris peur. Voilà, tu regardes un peu. Ah, il y a du brocoli et du Regarde ce chou-fleur. qu'il a mangé samedi. Je le montre à Sam. Il peut constater. Ça fait peur. Pas, ouais, c'est terrible. Il y a 3 pommes de terre vapeur. Il y a un pavé de saumon et il y a du brocoli. Du brocoli, de la purée de brocoli, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Et tout ça tout sec, hein, pas un gramme de mayonnaise ou de. On va ce pas que vous mettre, voulez. tu vas pas mettre de l'huile là-dessus. C'est sûr. Voilà. Tiens, autre question, question de Romain qui nous a laissé un audio, on peut l'écouter. D'ailleurs, ça concerne la zone de prédilection de Seb Cornette, le renfort musculaire. Bonjour à tous, je m'appelle Romain, j'ai 38 ans. J'ai une question renforcement musculaire pour Sébastien. J'aurais voulu savoir combien de temps par semaine je devais consacrer au renforcement musculaire lors de la préparation d'un objectif, sachant que pour moi, je fais des préparations sur 12 semaines en moyenne. Voilà. J'en profite également pour remercier Benoît et Johan de nous proposer au quotidien des podcasts de grande qualité. Ça nous permet d'avancer dans nos entraînements et de nous améliorer. Merci Bravo. d'avance pour la réponse. À bientôt. Merci Romain. Ouais, excellente question de Romain. Alors, je vais commencer en n'étant pas très sympa, en lui disant qu'il ne faut pas faire sur 12 semaines, s'il vous plaît. Rappelez-vous, un macrocycle, par exemple, c'est aujourd'hui, dans l'exemple que moi j'utilise en cours que je donne, on fait des macrocycles de 26 semaines. Et sur ces 26 semaines, comme je l'ai dit, il y a 8 à 12 semaines qui pourraient être... donc, c'est 12 semaines. C'est une moitié d'année. Hein, Ouais, c'est c'est 6 ça. mois. Ouais, c'est ça. Mais sur ces 26 semaines, il n'y a que 8 semaines de spécifiques. Et avant, c'est du développement comme je l'ai dit, qui pourrait être pour un coureur de 10 comme un ultra trailer. Je reviens sur la question initiale. À nouveau, je ne vais pas pouvoir faire une réponse définitive parce que où est-ce que je suis dans la saison, voilà. Combien de fois je m'entraîne dans la semaine. Évidemment, j'ai un biais par rapport à cette question puisque vous connaissez mon attachement et l'importance que je porte au renforcement musculaire, quel que soit le niveau, quelle que soit la discipline. Donc, j'ai envie de dire quelqu'un qui s'entraîne 5 fois dans la semaine. On parle d'entraînement qui est à partir de 3 entraînements par semaine. Quelqu'un qui s'entraîne 5 fois par semaine, si il peut consacrer au moins une séance, et donc je ne peux pas parler longtemps parce que je ne connais pas sa charge externe, mais au moins une séance dédiée uniquement au renforcement, puis une autre séance type école de trail. Désolé, je me fais de la promo, mais je pense qu'aujourd'hui, elle a démontré que c'était très utile, c'est-à-dire une séance où tu cours et tu fais du renforcement en même temps. Et ben, c'est à minima pour moi. Mais si je suis en phase de développement, donc dans mes 8 à 12 semaines où je fais ma base, ben, par exemple, je développe ma puissance aérobie ou ma VMA, ben là, c'est important d'en mettre un tout petit peu plus puisque développer sa force, c'est important, vraiment. Et quand je dis développer sa force, là, je parle de renforcement avec charge additionnelle. Ben, là, il va être intéressant de coupler ça avec mes séances de puissance aérobie. Donc, là, il va falloir que je consacre un peu plus de temps et que j'aille ou en salle ou que je m'équipe de kettlebell ou autre outil. Et tu réponds exactement à la question de Julien qui nous l'a posée par écrit. J'ai un emploi du temps très chargé, j'arrive pas à organiser des séances spécifiques de renfort. Qu'est-ce que vous pensez d'une séance de gainage tous les matins de 10 à 15 minutes? Est-ce qu'il faut forcément y associer du renfort avec de la charge? C'est un peu ça finalement. Alors, il doit y avoir une séance dédiée quand même. Ouais, il faut qu'il y ait une séance dédiée. Avec, honnêtement, tu ne peux pas avoir d'amélioration des tissus musculaires sans qu'il n'y ait pas au moins une séance. Ouais. Et je rappelle même une deuxième séance dans laquelle tu cours et tu fais du renforcement. Ouais. C'est-à-dire que oui, ton Strava sera pas très content, tu vas te faire charrier par tes followers là, mais en fait, faire 1 heure et que 5 km, si à l'intérieur tu as mis des squats jump, du renforcement et qu'en plus tu as mis de l'intensité, la charge de cette séance elle est tellement intéressante et que si en plus tu couples ça avec une séance, alors en début de saison plutôt d'endurance de force, puis après dans le cycle de développement de ta puissance aérobie,
là tu vas mettre de la force, donc avec charge additionnelle. Si on fait une séance de gainage, alors peut-être pas tous les jours, faut pas non plus une fois tous les 2 jours ou 3 fois par semaine de gainage, ça peut suffire parce que si tu as consacré en plus une séance, c'est très intéressant. Et puis, moi j'encourage tous mes contemporains à acheter des kettlebells, à bien les utiliser. J'ai pas de billets commerciaux avec aucune marque de kettlebell que ce soit, mais parce que c'est des outils qui sont importants. Et je rappelle que la force est un vecteur de bonne santé en fait. Plus vous perdez de la force, plus la probabilité que vous tombiez malade, que vous chopiez une maladie, en tout cas que vous soyez touché par une moins bonne santé est important. Donc là, je parle même pas de c'est de la santé performance. publique. Quoi, Déjà, c'est quelque chose qui est un critère de santé publique. Donc on devrait tous en faire, et encore plus quand on est sportif, coureur, et qu'en plus on veut un peu s'améliorer et avoir de la performance. Question matérielle de Eric, ça concerne les plaques carbone. Vous allez écouter, est-ce qu'on peut comme ça cumuler carbone et pratique du trail? Écoutez. Salut Benoît, salut Yodu, salut Seb. J'ai une question à propos des chaussures en trail. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une paire de plaques carbone ou pas? Parce qu'en fonction du dénivelé, de la technicité ou de la distance totale du trail, on va sans doute pas en tirer profit tout au long de l'épreuve, à la différence d'une course sur route qui serait bien plate. Merci et bonne chance pour Valence. Ah, on l'a reconnu, Eric. On l'avait encadré pour le 10K du OK de l'année dernière. Il a voulu passer incognito. Ouais, non, mais on l'embrasse en tout cas. Et avec Denis. En fait, aujourd'hui, en tout cas, dans les papiers qui ne sont pas biaisés par des marques, d'ailleurs, il y a discussion et c'est assez drôle sur est-ce que c'est la plaque ou est-ce que c'est la mousse. Bon, je ne vais pas aller sur ce terrain parce que c'est pas mon... Alors, les techniciens disent c'est la mousse. Plus que la plaque. Plus la mousse que la plaque, déjà. Et là, il a répondu en partie parce qu'en fait, effectivement, si tu fais on revient sur comme on est proche, l'éco-trail ou un trail qui se court beaucoup, tu vas faire la western, tu vas faire là, pourquoi pas. Moi, et c'est ma casquette de préparateur physique, j'ai un biais parce que je dirais, déjà, avant de penser à mettre une chaussure qui pourrait potentiellement améliorer mes performances, renforcez vos pieds, messieurs, dames. Il y a des exercices très très simples qui sont dans mon livre qui est en rupture. Non mais en vrai, renforcer ses muscles intrinsèques du pied, c'est tellement important. Il faut savoir que la force qu'on développe et les capacités cognitives sont aussi développées par notre pied. D'ailleurs, l'expression bête comme un pied est totalement stupide parce que plus vous avez des pieds forts, plus vous êtes intelligent. Étude qui a été menée en Angleterre sur les enfants qui marchaient pieds nus le plus longtemps possible avaient des meilleurs résultats scolaires que ceux qui ne marchaient pas pieds nus. Enfin voilà, je referme cette parenthèse. Donc, fou, ça. pourquoi pas de la mousse, pourquoi pas se poser des questions, mais s'il vous plaît, déjà, il y a tellement de choses à faire avant que ça, c'est la marge. Souvent, on vient nous poser des questions sur des gains marginaux, évidemment. Alors que est-ce que Eric fait du renforcement de ses muscles intrinsèques du pied? Ça serait. Est-ce que dans la vie de tous les jours, quand il marche, pas quand il court, quand il marche, est-ce qu'il a des chaussures les plus minimalistes possibles? Parce que autant pour la course, je suis pas du tout un ayatollah, mais autant aujourd'hui, il y a des études qui démontrent que si vous marchez avec des chaussures qui sont le plus flexibles, le plus léger, et vous allez renforcer vos muscles intrinsèques du pied sans faire d'exercice. Et on remercie Eric, et ça me rappelle l'anecdote qu'on avait eue avec Kylian Jornet, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on avait reçu 2 heures il y a quelques mois, ça l'avait rendu fou, il parlait de ce débat carbone ou pas dans le trail. Un fan de course à pied l'avait interpellé en disant mais moi je fais du trail, je mets du carbone et tout. Il lui avait dit tu t'entraînes où? Dans les parcs à Madrid. Et il avait dit non mais tu fais pas du trail en fait, ça n'a rien à voir. Donc c'était un moment assez marrant avec Kylian pouvait se permettre, c'est dieu du trail, donc il pouvait dire ça. Lui il est anti-carbone pour le trail. Dernière question, elle est plus auto-centrée sur la structure de coaching dans le trail. Elle est de Stéphane. J'ai monté une petite structure de coaching trail. Avec le recul que tu as sur l'évolution du trail en France, toi Seb, comment est-ce que tu vois l'avenir du coach trail indépendant? Est-ce que ça peut se démocratiser un peu comme ce qui se fait en course à pied sur route? C'est une excellente question, et comme j'ai des rendez-vous avec des instances, je ne vais pas délivrer tous mes secrets, mais en tout cas, j'ai créé l'école de trail en 2009 et j'ai cru au fait que on devait avancer parce que c'est une activité jeune, comme l'a fait le CrossFit, comme l'ont fait d'autres sports. Je n'aurais qu'une chose à dire, c'est va te former, viens évidemment à nos formations, parce qu'elles sont très bien notées et qu'aujourd'hui on a beaucoup de recul, et que malheureusement sur le marché il y a très peu de formations. En tout cas, pour quelqu'un qui est indépendant, qui ne passe pas par une structure
fédéral ou institutionnel. Il y a évidemment si on doit parler, excusez-moi, ça va faire un peu gros mot, parce qu'en France, le mot business est souvent rejeté, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de grandir et on doit justement se former de plus en plus pour prendre en charge justement les trailers qui arrivent aujourd'hui et qui confondent trail sur route, entraînement route, entraînement trail. Et c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité pour justement expliquer la différence, parce qu'il y en a quelques-unes et donc je l'encourage à aller se former. Ouais. Mais on la sent cette tendance et il y aura du travail pour tout le monde, ceux qui veulent se lancer là-dedans. Parce que là, avec l'explosion des trails et de l'engouement qu'il y a autour de cela, Yodu était à l'UTMB, il peut vous le certifier, mais là, rassurez-vous, si vous voulez devenir coach trail, formez-vous parce qu'il y aura du boulot. C'est certain, on a de plus en plus de monde qui est là et c'est une activité qui est en plein essor. Je pense qu'on est à 20 ou 30% de la maturité de l'activité. Seb, merci beaucoup. C'était passionnant de t'écouter sur tous ces sujets. Tu reviens quand tu veux. On rappelle le Trail Summit, il reste quelques places. Allez vous renseigner. 22-23 novembre. 22 et 23 novembre à Aix-les-Bains, la Riviera des Alpes. Casting dingue. Camille Brouillas, beaucoup d'experts dans tous les domaines. Il y a du beau monde. Coach de l'équipe de France. Là, vous allez vous régaler. N'hésitez pas. Merci Seb Cornette. Merci à toi, Maître Yodu. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.